Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh là, je l'ai pris. Hein, t'as vu ça, le démarrage? Et ouais, ça enregistre. Bonjour, j'espère que vous avez... J'arrive même pas à le dire aujourd'hui, c'est fou ça. Bonjour. On va y arriver, on va y arriver. Ah, ouais, ok. Bon, allez, go. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez des enfants et ils sont potentiellement une source de profit qu'il sera possible d'exploiter. Si certaines personnes posent les yeux sur vous et s'intéressent à votre vie et vos enfants, alors vous serez potentiellement en danger. Si la machine s'intéresse à vous, vous allez rentrer dans un combat dont vous ignorez tout, dans un engrenage bien rodé et bien huilé. Vous allez être l'objet de toutes les attentions de ce système qui sait pertinemment ce qu'il va faire de vous et toutes les procédures qu'il va enclencher à votre encontre. Il est des éléments importants que vous devez connaître pour constituer votre défense et éviter de dépenser inutilement votre argent. Et nous allons essayer de les aborder avec une invitée de choix. Eh bien, elle est là, elle est avec moi. Bonjour Sandrine, tu vas bien? Bonjour, ça va? Très bien, merci. Et toi? Bah bien, bien, bien. Merci d'être à nouveau avec moi pour continuer de parler de ce sujet brûlant qui est l'AS et les placements abusifs ou inversés. On voulait mettre le doigt sur des éléments vraiment importants qu'il est impératif que les parents puissent connaître. Je vais te laisser la parole parce que tu es plus au fait que moi. Bah, déjà, je voudrais dire que moi, je suis pas juriste, je suis pas avocate, hein. En tout cas, je me suis penchée sur tout ça pour faire mes conclusions moi-même, pour essayer de me défendre moi-même, parce que j'ai été, euh, comment dire, arnaquée, hein, par des avocats qui font quand même pas leur travail et parce que je pense qu'ils sont un petit peu bien à l'intérieur du système. Et que ça les arrange bien comme ça. En tout cas, je suis très déçue par les parents. Pareil, ils me parlent de leur échange qu'ils ont eu avec des avocats. Ils sont fait souvent, ils sont privés de leur enfant et en plus, ils sont fait arnaquer financièrement par les avocats. Donc voilà, moi j'essaye aujourd'hui, quand j'ai les parents au téléphone, de les aider avec les articles de loi que j'ai trouvés, etc., à faire leurs conclusions eux-mêmes pour essayer d'amener le plus d'éléments possible à la juge qui, normalement, doit être impartiale. Voilà. Alors la juge, elle doit être impartiale. Le sont-ils, d'après ton expérience et d'après les retours de tous les dossiers de tes familles que tu suis? Et non, malheureusement, elle est que très rarement et que trop rarement. Et mais après, voilà, je pense que je l'ai suffisamment expliqué dans mes vidéos que tout ça, c'est un. Moi, je considère que c'est comme une mafia un peu de toute façon, puisque la justice est une entreprise qui doit accumuler des dossiers. Euh, Après, ben, l'ASE et toutes les associations qui en découlent sont gérées par la présidente départementale qui doit également faire marcher tout ce système. Et bien souvent, la justice ben, protège l'État, l'État protège la justice, et puis elles ont besoin l'une de l'autre pour survivre et pour vivre. Enfin voilà, donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué pour les parents, c'est de se faire entendre, c'est extrêmement compliqué. Donc bon, après, moi je pense que c'est quand même mieux d'amener des conclusions que de rien amener. C'est quand même mieux de montrer à la juge et puis pour plus tard, hein, pour quand les enfants ils sortent, à un moment donné, de toute façon, ils sont libérés, hein, ces enfants, hein, c'est évident, parce qu'ils deviennent adultes. Et c'est important aussi de leur montrer bah, qu'on s'est battu coûte que coûte, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, mais qu'en même temps, se retrouver face à une magnificence judiciaire et administrative, ben, on n'a pas grande chance d'y arriver. Mais en tout cas, on a essayé. Et après, moi personnellement, de ma dernière expérience par rapport à la Cour d'appel de Grenoble, mes conclusions ont beaucoup dérangé ces trois magistrats qui étaient devant moi. Ça les a beaucoup bloqués et du coup, ça permet quand même de pouvoir s'en sortir à un moment donné. Parce que là, je vais passer en audience fin octobre si je peux rentrer à l'audience, hein, puisque avec le pass sanitaire, etc., enfin, je pense que voilà, c'est ce qui va me poser le plus de problème. Mais en tout cas, forcément, la juge aujourd'hui, elle a un dossier qui est euh, assez difficile
à contre-attaquer. Voilà. C'est compliqué pour elle aujourd'hui, puisque il y a quand même rien dedans. Et surtout, je l'ai bloquée sur plein de choses. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Il y a un avocat qui de mémoire avait dit que tu connaissais bien ton affaire ou quelque chose comme ça. Non, non, mais c'est le magistrat de la cour d'appel de Grenoble qui était à plusieurs reprises, hein, qui a été voilà, qui dit vous avez l'air de bien vous y connaître en article de loi. Voilà, c'est vrai que ça les a, ils étaient bloqués. J'ai quand même apporté beaucoup de preuves, apporté mes conclusions, elles étaient claires et du coup, forcément, c'était compliqué pour eux de remettre en question ça ou ça ou ça ou voilà donc Oui, d'avancer leur et, bille comme ils le souhaitaient, quoi. comme ils le souhaitent et comme voilà dans beaucoup de dossiers l'avocat même facilite des fois d'avancer leur bille quoi et handicape les parents. Non seulement ils font pas leur travail correctement et ils prennent de l'argent à ses parents, mais pour certains avocats ils foutent les parents dans une grosse galère quoi. Pour s'en sortir ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà, moi je pense que eh ben des fois c'est pas plus mal de se défendre tout seul, vraiment. D'accord. Mais quand on a parlé en off, on a parlé de mise sous tutelle. Est-ce qu'on peut faire un petit aparté rapide? Après, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo, c'est que là, on a l'impression qu'il y a comme un rituel de placement d'enfants, et c'est vrai que dans ce rituel, on voit apparaître que finalement, cet enfant, il va faire marcher tout ce système, hein, donc il va être placé. Donc il va faire marcher la justice, le département, la région, etc. Et après, eh ben, cet enfant, il a donc il fait marcher aussi les formations. Voilà, une certaine formation, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais enfin voilà, la plupart des cas, ces enfants font marcher ça. Et puis une fois qu'après, ben, il ne fait plus rien à marcher d'autre, et ben, on les met sous tutelle. Et du coup, voilà, ce sont des adultes qui vont... euh, en fait, on les traite de handicapés sociaux, hein, puisque finalement c'est clair, hein, et ces enfants sont considérés comme des cas sociaux, mais même une fois adultes, ils continuent à être des cas sociaux. Que ça, en fait, des cas sociaux qui font marcher tout ce système et qui arrangent bien tout le monde. Et donc, on les met sous tutelle sans aucune raison valable, hein, puisque ces gens que j'ai au téléphone, qui sont adultes, sont des adultes complètement lucides. Voilà, on n'a pas de problème particulier psychologique. Ils parlent très bien, ils ont une totale compréhension de plein de choses. Mais voilà, il faut encore marcher le système. Et c'est toujours la même chose. Les mises sous tutelle, c'est le même fonctionnement que ces ordonnances de placement. C'est que ce sont des gens, des associations sous couvert du département qui constate que la personne n'est pas en capacité de se gérer financièrement toute seule. Souvent, il y a des expertises psychiatriques fallacieuses comme les placements, exactement la même chose. Et c'est une décision judiciaire qui dit que cette personne a besoin d'une mise sous tutelle. Voilà. Ouais, c'est une continuité, quoi, une continuité. Par contre, j'ai souvent entendu parler, et je l'ai déjà dit à maintes reprises, que des enfants ayant précédemment été à la DAS se retrouvaient avec leurs propres enfants placés également. Est-ce que dans les dossiers que tu as pu entendre, avoir, tu as des personnes qui sont mises sous tutelle à qui on a également pris les enfants? Est-ce qu'il y a une corrélation de la mise sous Bien tutelle? sûr. Non, pas la mise. Je ne sais pas s'il y a après avec la mise sous tutelle. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est comme toi, c'est qu'il y a plein d'enfants qui étaient placés. Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ils ont été placés. Donc quand on va lire tous les articles de loi, enfin là, quelques-uns en tout cas que je vais lire, normalement, logiquement, ils sortent de là, ils sont très bien physiquement, psychologiquement, etc. Donc ils sont en capacité d'être des adultes responsables et équilibrés, donc c'est-à-dire d'être des parents. Eh ben non, ces enfants qui vont sortir de là, eh ben on va placer leurs enfants en disant qu'ils n'ont pas pu ils n'ont pas été en capacité de se reconstruire de finalement ce qu'on leur a fait vivre. Ce qu'on leur a fait vivre qui l'ASE, toutes ces associations qui sont finalement pas compétentes, et la justice, quoi. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, voilà, le système reconnaît lui-même qu'il est défaillant pour reprendre les enfants qui doivent normalement voilà, avoir des parents aimants et équilibrés, puisque c'est leur travail.
Voilà, Donc, normalement. donc mis sous tutelle ou pas, il semblerait qu'il y ait une surveillance qui continue d'être exercée. Ah, mais ça, c'est sûr. Ah, mais c'est clair. De toute façon, je le dis, c'est un système qui s'auto-nourrit, hein. Ça, Mais, c'est sûr et certain, hein. mais alors s'il n'y a pas de mise sous tutelle, comment ils peuvent surveiller? Moi, c'est ça qui me dépasse un peu. C'est quoi leur procédé? Comment ils peuvent Mais être au courant que la personne, comment ils peuvent être au courant que la personne a un enfant? Enfin, je veux dire, t'es suivi à la trace, t'es marqué au fer rouge. ah, mais bien sûr, et puis bah, bien sûr, de toute façon, c'est marqué dans le dossier, c'est marqué dans le dossier ARS, c'est marqué dans son dossier, voilà, un enfant placé, il est adulte et c'est marqué de toute façon. Et en plus, c'est ce que j'explique dans aussi des vidéos, c'est que quand maintenant les institutions, les écoles, mais il faut voir les questions qu'ils posent sur les parents, quoi. C'est des fiches de renseignements qui sont incroyables. Donc c'est Moi, genre, je dis, oh, c'est comme un casier judiciaire en gros quoi. Ils sont ah suivis. mais bien sûr. Voilà, moi je pense que faut que les parents ils puissent faire des conclusions qui soient le mieux fondées et avérées. Alors plus que bien souvent les justifications de l'ASE, parce qu'il y a beaucoup d'articles de loi, le code de l'action sociale et des familles qui voilà qui peuvent remettre en question le non-professionnalisme de ces gens. Donc voilà, j'ai quelques exemples, mais après les parents ils peuvent en chercher d'autres et puis peut-être aller voir les conclusions que j'avais fait et que je transmets et que j'avais mis sur ma page. Donc il y a l'article L 112-3. La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Souvent, il faut marquer cet article de loi parce que, on le sait, les enfants placés sont très peu euh, soignés, voilà, sont finalement ils sont placés et puis livrés à eux-mêmes psychologiquement, etc. Et donc en général, les enfants qu'on a placés abusivement, en tout cas la plupart du temps, ils avaient souvent de très bonnes notes scolaires ou étaient stables psychologiquement, affectivement, etc. Et souvent, eh ben, ils arrivent quand ils restent dans ces établissements, eh ben, justement, on voit quand même des retards scolaires apparaître, des signes ben, souvent l'école hein, fait des notes aux parents pour dire qu'ils ont des attitudes qui ne sont pas adaptées, etc. Donc voilà, je pense qu'il faut mettre cet article de loi et apporter toutes les preuves concernant eh ben, la défaillance psychologique de l'enfant. Après, il y a l'article L 112-4, l'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, euh, ainsi que le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant. C'est-à-dire, souvent, ces enfants, ils sont privés d'activités extrascolaires, ils sont privés de voir leurs grands-parents, leurs frères et sœurs, leurs cousins, enfin voilà, ils sont vraiment eh ben, exclus de tout ça. Donc voilà, mettre cet article de loi et prouver donc quoi, bah, les grands-parents, demander une attestation des grands-parents, enfin de tous ceux qui sont privés de voir cet enfant qui a été placé abusivement ou injustement, illégalement, etc. Euh, Après, il y a l'article 21.1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leur potentialité. Pareil, article 31-1, les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et au loisir, de se livrer aux jeux et des activités récréatives propre à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique. Voilà, toujours pareil parce que souvent ces enfants ils sont vraiment euh, et c'est même ça qui est incroyable, c'est qu'on reproche souvent aux parents quand on reproche la fusion, que les parents ne les tournaient pas vers l'extérieur, ce qui est la plupart du temps faux, alors qu'ils se retrouvent dans un foyer où ils font plus rien, quoi. Ils sont coupés vraiment des activités extérieures, des activités ce qui peut se passer dans le village ou dans la ville, etc. Enfin, c'est vraiment
Ils vont à l'école, en collectivité, et ils sortent de cette collectivité pour se retrouver en collectivité. Et sortis de là, ben, les éducateurs, ils n'ont pas le temps de les sociabiliser en dehors de ces collectivités. Article 31.2, les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle. Enfin, c'est toujours pareil, hein. Mais c'est bien de mettre plusieurs articles de loi quand même pour prouver à la juge que voilà, il n'y a pas un article qui le dit, il y en a plusieurs. Après, donc il y a aussi l'article qui est intéressant, le 9.1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Bon, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc ça c'est pareil, cet article de loi il est important parce que souvent, on voit bien dans les ordonnances que l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas respecté, puisque la juge, le juge des enfants ou le JAF décide du placement de l'enfant dans l'intérêt, dans le bien-être fondamental de l'enfant. Or, dans l'ordonnance, bien souvent, on voit apparaître que l'enfant ne va pas bien. Voilà, au fil des années, il ne va toujours pas bien. Donc, voilà, on ne peut pas éternellement expliquer l'intérêt du placement sans déjà prouver la maltraitance des parents, et en plus en expliquant dans l'ordonnance que l'enfant ne va pas bien. C'est incohérent, quoi. Après, toujours pareil, l'article 9-3, les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents. Donc ça, c'est pareil, parce que souvent, les parents, ils se retrouvent, souvent dans les placements abusifs, hein, d'ailleurs, hein, puisque les parents qui sont réellement maltraitants avec des preuves avérées ont plus de droits que les parents dont la maltraitance n'est pas avérée. Et voilà, souvent, ces parents sont privés de droits, de liens avec leurs enfants téléphoniques ou autres, sans aucune raison. Donc c'est important d'apporter toutes les preuves possibles et surtout de mettre les articles de loi qui se réfèrent à l'illégalité de tout ça, quoi. Il y a l'article 12.1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Voilà, donc souvent les enfants ne sont pas écoutés, ils disent qu'ils veulent rentrer, ils disent qu'ils veulent avoir des liens, etc. Et l'ASE ne préconise pas les liens, et puis la juge, elle adhère elle donne crédit à l'ASE, bien souvent. L'article 7.1, l'enfant a le droit de connaître ses parents, d'être élevé par eux. De plus, ce placement met gravement en péril la santé psychologique des enfants. Donc voilà, il est intéressant aussi cet article de loi en amenant des annexes, c'est-à-dire les preuves, le plus possible de preuves de tout ça. Donc des fois rentrer en contact avec le collège, avec des parents des enfants, des camarades de l'enfant, etc., pour apporter le plus de preuves possible. Il faut vraiment étayer ces conclusions par des annexes. Après, il y a l'article 235-5 qui précise le service élabore au moins une fois par an ou tous les 6 mois pour les enfants âgés de moins de 2 ans un rapport établi après une évaluation pluridisciplinaire sur la situation de tout enfant accueilli faisant l'objet d'une mesure éducative. Ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l'enfant, son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en œuvre du projet pour l'enfant mentionné à l'article 223-1.1. Voilà. Ça, c'est souvent, en fait, normalement, quand un enfant est placé, il y a le département qui doit prendre soin, qui doit faire un bilan psychologique et physique de l'enfant. Et souvent, c'est jamais fait, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut l'exiger et en tout cas essayer d'arriver devant la juge en disant que
ce rapport n'a pas été fait et que c'est une obligation de l'ASE de le faire, enfin du président départemental, et que voilà, ça, encore une fois, ça prouve à la juge que ces gens ne font pas leur travail correctement et ne prennent pas soin correctement comme ils doivent le faire de leur enfant, quoi. Et puis, bien sûr, très important, c'est que c'est une loi depuis 2007 qui oblige vraiment le département à mettre en place des PPE, donc des projets personnels pour l'enfant. Donc l'article 223-1-1, il établit pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé Projet pour l'enfant, qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance. Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents, de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et le cas échéant des tiers intervenant auprès du mineur. L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. En fait, tout ça n'est jamais fait, quoi. Moi, j'ai rassemblé 370 dossiers de placement d'enfants, donc plus de 1000 enfants placés, et ça, c'est jamais fait. Donc, c'est un manquement incroyable, quoi. Et en plus, ça a été confirmé, parce que l'article 21 de la loi du 14 mars 2016 prévoit que le PPE doit être systématiquement élaboré dans un délai de 3 mois à compter du début de la prestation ou de la mesure pour tout enfant qui bénéficie d'une intervention en protection de l'enfance. Donc voilà, c'est un article, enfin c'est une obligation de faire un projet personnel pour l'enfant, puisque le but de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, anciennement la DAS, c'est de rendre les enfants aux parents. Voilà, de tout faire pour travailler avec le parent, avec l'enfant, pour essayer de ne pas continuer ce placement jusqu'à la majorité, quoi. Donc c'est des choses qui doivent être faites et qui ne sont jamais faites. Comment les parents peuvent demander à avoir ce dossier? À quel moment ils peuvent s'interroger par l'absence des pièces constituant de ce dossier? Mais parce que moi, c'est ce que je conseille aux parents, c'est de le demander tout de suite. Moi, dès que ma fille a été placée, j'ai demandé par recommandé à l'ASE. J'ai écrit à la présidente départementale, j'ai écrit au préfet, puisque le préfet est le garant des administrations, et j'ai écrit à la responsable de l'ASE, au référent, pour demander un PPE. Parce que sans ça, en fait, ce placement, on ne peut pas sortir nos enfants de là, c'est pas possible, puisque ce projet personnel pour l'enfant, justement, c'est la garantie déjà du bien-être de l'enfant et du travail établi par l'ASE en lien avec l'enfant et les associations et les parents, etc. Donc c'est primordial. Moi, j'envoie des recommandés que après, c'est pour ça qu'après, je les mets dans mes conclusions avec mes écrits, plus le récépissé qui montre que j'ai écrit pour demander un PPE et que ce PPE n'a pas été établi. Donc c'est un manquement clair du travail de ces professionnels, quoi. D'accord, donc même dans ton cas, tu l'as demandé et il n'a pas été fait ou il ne t'a pas été communiqué? Ah non, mais c'est même pire que ça. Dans mon cas, je l'ai demandé, donc c'est ce que j'expliquais dans une vidéo, c'est que je suis descendue à Valence à 5 heures de route de chez moi. J'ai pris sur mon travail pour descendre. Je suis arrivée, donc je l'ai demandé, on m'a donné un rendez-vous. Arrivée là-bas, il n'y avait ni ma fille, ni le papa, et je dis, mais voilà, j'ai reçu un courrier comme quoi on était là pour faire le PPE tous ensemble, etc. Et la responsable de l'ASE me dira non, mais de toute façon, aujourd'hui, on ne fera pas de PPE. Je dis, mais on peut faire une ébauche de PPE et après, vous me donnez un autre rendez-vous avec ma fille pour continuer à établir ce PPE qui est quand même essentiel. Non, de toute façon, il n'y aura pas d'autre rendez-vous.
et on ne fera pas d'ébauche de PPE aujourd'hui, quoi. D'accord. Donc en fait, j'ai fait tout ce trajet pour rien. Donc je suis repartie et après j'ai envoyé des recommandés pour demander de faire ce PPE, mais j'aurais aucune réponse ni de personne. Mais en tout cas, ça m'a permis à la cour d'appel de Grenoble de dire que souvent on reproche aux parents de ne pas travailler avec les services sociaux. Et c'est souvent ce qu'on me reproche. C'est Madame Boll ne veut pas travailler avec les services sociaux. Ben si, moi je veux travailler, puisque si je voulais pas travailler avec eux, je ne demanderais pas de faire un PPE. C'est clair. Donc après, il y a un dernier article que je peux conseiller aussi aux parents, c'est vu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi qui décidera soit des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Enfin bref, cet article de loi, il est important parce que la justice, elle doit être impartiale. Voilà, normalement, la justice, elle doit prendre les avis de chacun, les conclusions et les rapports de chacun, les attestations, tous les documents, et elle doit être impartiale. Voilà, dire qui amène les preuves, qui a raison, qui a tort, selon les preuves que chacun amène, autant à l'oral qu'à l'écrit. Dans les conversations qu'on a pu avoir, tu m'as dit qu'il était important que des dossiers soient faits et reconnus Par des huissiers. par des huissiers, voilà. Oui. Est-ce que le manquement de tous ces articles pourrait être éventuellement constaté par un huissier pour que que les victimes le mettent dans leur dossier? Bien sûr, en fait, tout, quand on fait des conclusions, si on a de l'argent, suffisamment d'argent, parce que le problème, c'est l'argent, hein, vraiment, c'est qu'on a pris, on prend nos enfants et donc il faut continuer à aller travailler, continuer à rester debout et la justice, mais c'est très très cher. Voilà, c'est tout est compliqué et tout est cher. Donc si on peut faire signifier par huissier les conclusions, les expertises psychiatriques qu'on peut faire personnellement, etc., c'est beaucoup mieux. Parce que, voilà, faire signifier par huissier, c'est. Voilà, la définition de la signification, c'est la signification par huissier est la procédure visant à notifier un acte de manière officielle. La signification consiste pour l'huissier de justice à remettre un acte en se rendant au domicile du destinataire. Et donc, on a cette copie aussi de l'acte que l'huissier nous rend, comme quoi il a bien signifié. Donc, la juge, elle ne peut pas écarter ce document. Elle ne peut plus écarter ce document, puisqu'on le sait, bien souvent, la justice, elle fait ce qu'elle a envie et elle perd, elle écarte des documents, etc. Enfin bref, elle se joue de nous et de notre défense. Et du coup, d'y faire signifier par huissier, c'est un peu plus compliqué pour elle. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un conseil important que tu peux donner, que tu peux donner aux victimes. Ah ben oui. Moi, des fois, voilà, même je leur dis peut-être un avocat, c'est pas très utile parce que bon, surtout entre autres, quand on me demande mon avis sur un avocat marseillais, je dis que je le conseille pas puisqu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont été déçus voire arnaqués parce il s'est pas rendu aux audiences. Mais tout l'argent que ces gens auraient pu lui ont donné ou vont lui donner, ils peuvent s'en servir autrement. Et donc, justement, faire leurs conclusions eux-mêmes, faire leur défense eux-mêmes et y faire signifier par huissier, quoi. D'accord. Et dans ces Vu que ça semble être un élément important à connaître et à savoir, les avocats en parlent de ces actes d'huissier ou pas du tout? Ah mais normalement, même un bon avocat doit faire signifier les documents par huissier, puisque après, même si la juge des enfants ne prend pas cas elle est obligée d'y démarquer. Hein. De toute façon, elle est obligée d'y marquer. Dans une ordonnance, c'est marqué vu les courriers reçus, vu les rapports de l'ASE en date vu l'acte signifié par huissier en date, elle est obligée de le marquer. Donc après, le dossier, elle est obligée de le mettre à la cour d'appel, pour la cour d'appel. C'est une obligation.
D'accord. Donc ça, ça, Donc, ça, ça devrait être l'un des premiers conseils donnés par les avocats. mais c'est l'avocat à le faire d'ailleurs. D'accord, c'est à l'avocat de faire tout ça. Eh ben, de toute façon, l'avocat, même quand il prend un forfait, voilà, quand il dit, soit il dit, je prends l'aide juridictionnelle, donc je vous aiderai et vous n'aurez rien à payer. Par contre, les frais d'huissier ne sont pas pris dans l'aide juridictionnelle. Voilà. Soit, quand il vous fait signer un contrat, eh ben, ça devrait être marqué, c'est une obligation. Voilà, il vous facture les frais d'huissier à l'intérieur de la convention. D'accord. Mais un bon avocat, c'est ce qu'il devrait faire. C'est pareil, tous les articles de loi que je viens de lire, si c'est un bon avocat, l'avocat, il attaque le président départemental pour non-respect de tous ces articles de loi. Voilà, l'avocat, s'il prend votre dossier, le but, c'est de sortir l'enfant le plus rapidement possible. Ah oui, oui, Mais si, c'est pas de se gaver sur le malheur des parents. bah, logiquement, un avocat consciencieux, voilà, Ouais, voilà, donc ouais, logiquement. Et il fait son boulot normalement, il fait son boulot et il n'est pas là pour se gaver goulûment. Dans les retours que tu as pu avoir par rapport à certains avocats, est-ce que tu as eu des parents qui t'ont dit ah bah celui-là il a assuré, il m'a bien conseillé, il a fait tout ce qu'il fallait ou non? j'ai eu certains retours qui étaient à peu près positifs, quoi. Mais après, j'ai eu d'autres parents qui ont eu le même avocat et qui étaient complètement négatifs. Donc moi, je ne peux pas conseiller un avocat aujourd'hui à qui que ce soit parce que en fait, j'ai l'impression que les avocats, ils se sont résignés, en tout cas les avocats de la famille se sont résignés, et j'entends tous les avocats à peu près, enfin que j'ai eu au téléphone, hein, parce que j'ai quand même essayé de me défendre avec un avocat. Eh ben, dire que il faut se coucher, qu'il faut accepter, que voilà, il faut et que eux ils attaqueront pas de toute façon. Voilà, il faut pas attaquer, il faut pas essayer de se défendre, il faut accepter. Donc voilà. Alors des fois, il y a les juges, c'est en fonction des juges, hein, c'est ça, hein, c'est l'appréciation du juge. De toute façon, c'est ce que je dis. Il n'y a pas de procédure légale pour le juge des enfants ni le JAF, donc c'est à l'appréciation du juge. Et donc il y a des fois la juge qui décide, ben, en fonction. D'ailleurs, elle est en lien avec l'ASE, en lien avec les associations des foyers en fonction des places parce qu'il y a besoin de places qui se libèrent, donc elle libérera l'enfant et l'avocat aura gain de cause, et pour d'autres dossiers les enfants seront maintenus dans le placement. Je pense pas que ça dépende de la défense de l'avocat et de vraiment de la qualité de l'avocat, puisque quand je lis les conclusions que certains parents m'envoient d'avocats, je me dis à quoi ça sert d'avoir fait autant d'années d'études pour finalement faire des conclusions aussi futile et aussi puéril et inutile, quoi. Et ça paraît complètement hallucinant quand même. Enfin, bon, si le conseil de l'avocat c'est de se coucher et de rien dire et d'accepter, je vois pas l'intérêt de payer un avocat, quoi. Ah mais alors là, je suis totalement d'accord. Moi, je sais même pas d'ailleurs pourquoi ses parents ont. Bon, après, ils ont l'impression d'avoir quand même quelqu'un qui les soutient. Et des fois, parfois, même l'avocat, il est plus là pour soutenir psychologiquement les parents qu'autre chose, puisque ces parents, ils sont quand même livrés à eux-mêmes, hein. Je veux dire, autant les enfants, pareil, hein, ils sont enlevés, séquestrés, hein, parce que bien souvent, il faut écouter l'enlèvement de l'enfant avec des gendarmes et des éducateurs comme si des parents étaient des meurtriers, alors qu'ils ont la plupart, enfin moi en tout cas, les 370 dossiers que j'ai rassemblés, il n'y en a pas un qui a un casier judiciaire. Donc bon, je pense pas que c'était nécessaire de faire tout un cirque comme ça. Surtout l'enfant, lui, il voit des gendarmes arriver, il a l'impression que ses parents sont des criminels, quoi. Enfin bref. Bah, après, les parents ont besoin d'avoir une oreille attentive. Oui, et donc les enfants sont mis dans des foyers, ils sont pas suivis psychologiquement, rien du tout, donc ils sont livrés à eux-mêmes. Et pareil, les parents, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors avec, voilà, ils sont en contact avec le foyer qui les accuse ben, de ce que la justice les accuse, hein. C'est ce que j'expliquais dans une vidéo. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que la justice fait une ordonnance qui dit que vous manquez de cadre, vous êtes trop fusionnel. Vous avez beau apporter toutes les preuves qui contredisent cette ordonnance,
elle confirme cette ordonnance bien souvent, et du coup, voilà, ces gens, ils se basent sur cette ordonnance. Donc, du coup, vous êtes jugé par cette ordonnance, vous êtes jugé par le foyer par cette ordonnance, vous êtes jugé par le collège par cette ordonnance. Enfin voilà, ça va de bouche à oreille, et voilà, vous êtes jugé par rapport à ça, et vous êtes livré à vous-même puisque vous n'avez pas de soutien psychologique de ce qui vient de vous arriver. Bien souvent, en plus, ça crée des conflits familiaux, hein, puisque parce que voilà, au bout d'un moment, on reproche souvent aux parents de dire, voilà, les parents, enfin, la famille dit, mais tu fais rien pour essayer de sortir de là, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, quoi. Et en plus, comme je dis souvent, les parents, ils sont jugés là où ils habitent, parce que pour la plupart des gens, si on place les enfants, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Donc les parents, ils sont vus comme des maltraitants, des criminels, des violeurs, des voilà, voilà, c'est fou quoi. Donc ils sont jugés par tout le monde en fait. Donc c'est vrai que quand ils trouvent un avocat qui les comprend et qui comprend leur situation difficile, et ben souvent l'avocat il devient plus psychologue que d'autres choses quoi. Ouais. Et donc quand tout à l'heure je disais que les parents vont tomber dans un engrenage bien rodé et bien huilé et qu'ils vont être l'objet de toutes les attentions du système qui sait pertinemment ce qu'il va faire et les procédures qu'il va enclencher, ce qui est prévu et ce qui est redondant, c'est les expertises psy, la suppression des visites et monter les enfants contre les parents. Ah oui, là, ça c'est dans tous les dossiers, tous, vraiment. C'est tout le temps comme ça. Alors, l'expertise psychiatrique, moi, je conseille de ne pas y aller, d'en faire une en dehors de tout ça, pour une simple et bonne raison, hein, c'est que quand même un expert, une expertise demandée par un juge, l'expert il touche 450 euros à peu près hein, pour une expertise. Donc autant vous dire que l'expert il a vachement envie de travailler avec la justice. Donc c'est souvent d'ailleurs le même expert hein, demandé par les juges. On peut voir, elles ont toujours un ou deux experts affiliés à leur truc. À leur petit système et du coup voilà donc elles demandent carrément ce qu'elles veulent aux experts hein, aux expertises donc souvent les parents sont fragiles psychologiquement donc là l'expertise elle va être reprise par la cour d'appel par la cour de cassation par la CEDH et puis elle va être reprise 1 an 2 ans 3 ans donc on se tire une balle dans le pied hein, vraiment avec cette expertise donc moi je conseille de ne pas y aller Ouais, et d'en faire une. des petits arrangements, des petits copinages pour que le dossier aille dans le sens où ils veulent, quoi. Donc ton premier gros conseil, c'est de faire une expertise indépendante. À tout le temps, parce que de toute façon, ça va tout le temps être, voilà, ils vont toujours, mais autant dans les mises sous tutelle, enfin la justice, elle fait toujours comme ça. Elle fait des expertises psychiatriques pour les conforter dans leurs décisions. Voilà, c'est conforter leurs décisions. Mais les expertises psychiatriques, elles sont fallacieuses, c'est ce que je dis. Ces experts, ils veulent travailler avec la justice parce que une expertise, c'est en moyenne 450 euros, alors que normalement, ces psychiatres, ils touchent, je sais pas, ça dépend des psychiatres, mais au maximum 100 euros de l'heure. Donc là, 450 euros pour faire une expertise pour une demi-heure, mais tous, ils veulent travailler avec la justice. Enfin, tous, enfin, les immoraux, les psychiatres immoraux, ils veulent travailler avec la justice, c'est certain. Oui, Parce que, oui, ça lui fait son business assuré. ah, bah, c'est Il donne certain. les conclusions qui sont attendues. Ça lui assure tous les mois une bonne rentrée d'argent et roule, quoi. Ah, mais c'est sûr. Et en plus, et du coup, mais voilà, ces parents, une fois ils ont ces expertises, ils peuvent faire toutes les conclusions possibles et imaginables. On leur remettra toujours cette expertise dans la figure. Ça, c'est inévitable. Donc le premier gros conseil pour toutes les personnes qui seraient susceptibles de se faire rapter leurs enfants, c'est de tout de suite s'arranger pour avoir une expertise psychologique et qu'elle soit indépendante du tribunal. Ouais, une expertise psychiatrique, ouais, parce qu'une Psychiatrique, expertise pardon. psychologique, c'est pas la même chose. Ça existe une expertise psychologique, mais c'est moins important qu'une expertise psychiatrique. Un psychiatre, c'est un médecin qui atteste, voilà, que tout va très bien. Psychologique, ça veut dire, voilà, on peut, la juge, en fait, la juge, elle va titiller sur tout. Donc, si on lui amène une expertise psychologique, elle va dire oui, mais ce n'est pas une expertise psychiatrique. Donc, voilà, moi, vous ordonne de faire une expertise psychiatrique. Elle peut, voilà, encore.
D'accord. Et cette expertise psychiatrique hein, est donc à faire constater par huissier, et ça c'est super important. Ah ouais, signifié par huissier, ça c'est super important parce que si jamais par la suite, elle demande une expertise psychiatrique, on peut refuser son expertise psychiatrique en disant je vous ai déjà signifié par huissier que j'en ai déjà une, donc je ne vais pas en faire une deuxième. Voilà. Et parce que un juge, il doit fonder pourquoi il demande une expertise psychiatrique. Donc voilà, il faut qu'elle amène voilà, une explication à ça. Donc D'accord. s'il y en a déjà une, elle ne peut pas en demander une autre, c'est pas possible. Donc le premier gros conseil, c'est ça. Après, là, bon, il va y avoir certainement la suppression des visites. Et alors, comment les parents peuvent se prémunir contre ça? Est-ce qu'il est possible de se prémunir contre ça? Je sais pas, personnellement, je comprends pas d'ailleurs comment c'est possible, vu les articles de loi qui existent, Comment, d'ailleurs ben, comment il les motive à chaque fois ces suppressions de visites? Est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'il y a toujours des éléments qui sont les mêmes quelque part pour supprimer les visites des parents? Ou est-ce qu'ils se servent de tout, n'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont récurrentes? non, 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 ils se servent de tout et n'importe quoi, mais souvent, en fait, ce que je remarque dans la suppression des visites, c'est que, par exemple, dans mon cas ou dans plusieurs cas, c'est que l'enfant, il est vraiment attaché aux parents. En fait, par exemple, moi, on m'a placé mon enfant le 3 juillet 2018. On me l'a enlevé. Et je me suis battue pour avoir des conversations téléphoniques. Et le 13 décembre 2018, donc quelques mois après, ma fille, elle pleure et elle veut rentrer. Elle veut, voilà, elle en a marre, elle en peut plus. Mais en fait, le but du placement, c'est de le reconduire pour nourrir la justice, nourrir l'ASE, le département et tout ça. Donc là, on était au mois de décembre et elle pleure pour rentrer. Donc si elle arrive en audience au mois de juillet et qu'elle veut rentrer, ça veut dire que le placement, ça a été un échec et que, eh ben, il faut que la juge, elle écoute la parole de l'enfant. Et en plus, la juge, elle savait très bien que j'allais mettre ça en question et que, en faisant appel de cette décision, eh ben, forcément, à un moment donné, on aurait été obligé de me le rendre parce que ça aurait été un échec de la mesure et du placement. Donc, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le 13 décembre, je l'ai au téléphone et on devait se voir le 20 décembre, 1 heure en visite médiatisée. Et le 19, la veille, le 19 décembre, j'ai la responsable de l'ASE qui me dit que la visite n'aura pas lieu. Donc la visite du lendemain, le 20 décembre, et qu'en plus, il y a une suspension de tout droit. J'ai plus le droit de l'appeler, plus le droit de la voir, plus le droit de lui écrire. J'ai même pas le droit de lui amener ses cadeaux de Noël ni d'anniversaire. Enfin bref, et tout ça, aucune raison valable, quoi, sans preuve avérée. Mais c'est juste qu'elle a fait un rapport à la juge, que je n'ai jamais eu, que je ne connais pas. Et donc cette juge a pris la décision d'une suspension. Donc suite à un Voilà. appel Donc, téléphonique que tu avais eu quand? le 13 décembre. Le 13 décembre. Et après, ça t'a été signifié quand? Le fait que c'était annulé? Et le 19 décembre. Le 19 décembre, la veille. La veille de la visite, voilà. J'avais une visite médiatisée le 20 et la veille, voilà, une suspension. Et cette suspension, elle durera, elle continuera, puisque la juge, elle a dit cette suspension s'arrêtera en fonction des rapports de l'ASE, quoi. D'accord. Donc, Donc ça, c'est fait au dernier moment, histoire de bien briser les parents. Et puis ça rejoint la vidéo que tu as fait il n'y a pas longtemps, où tu as eu un appel la veille que cette personne parte en vacances alors qu'elle te proposait, etc., etc., quoi. oui, alors que ça fait 13 mois qu'elle n'a pas mis en route la mesure éducative. Enfin Voilà, bref. elle Non, t'appelle mais la veille de et son surtout, départ, quoi. Rappelez-moi, mais au fait, je m'en vais demain en vacances. c'est ça, c'est ça. Ouais, Et bravo, puis, je hein, vais mettre les bravo, visites. Ouais, c'est clair. bravo. Et je vais mettre les visites médiatisées en place alors que ça fait 13 mois que j'aurais dû le faire. Mais bon, mais quand je rentrerai de vacances, on verra hein, si je pourrais le faire. En tout cas, ouais, ouais. Dans Non, tout... mais c'est surréaliste. Mais je voudrais rajouter que ces suspensions, elles servent surtout à déliter ce bien. C'est-à-dire qu'on a expliqué à ma fille que c'était moi qui travaillais pas avec les services sociaux. C'est à cause de moi qu'elle pouvait pas me voir. Et en fait, c'est ça qui fait que, eh ben, en fait, non seulement ma fille, le 13 décembre, elle voulait rentrer chez moi, elle n'en pouvait plus, elle voulait me voir. Comme il y a cette suspension qui va durer jusqu'à l'audience de juillet, eh ben, Marine, on lui expliquera pendant ce temps que c'est moi qui fais rien pour faire les efforts pour la revoir. Je lui écris pas, alors que je lui écris, j'envoie des colis, mais comme on lui transmet rien du tout, eh ben, du coup, ça permet
à tous ces incompétents, ces inhumains, de monter ma fille contre moi. Et donc, ce qui fait qu'au mois de juillet, j'entends, ma fille, enfin voilà, ne sera pas à l'audience le même jour, elle sera entendue le lendemain avec l'éducatrice référente de l'ASE, hein, bien évidemment qui l'aura bien briefé juste avant. Et donc la juge, elle marquera que on peut pas... elle ne remet pas les visites médiatisées en place parce que Marine a des craintes. Donc, elle nous accordera 4 conversations téléphoniques de 20 minutes. Et dans ces 4 conversations téléphoniques, que j'ai moi-même médiatisées, enfin enregistrées et fait avec des tierces personnes de confiance qui ont écouté ces conversations, Marine, elle n'avait aucune crainte. Mais vraiment, voilà, je veux dire, c'était des... Donc, en fait, on induit à l'enfant ça, on parle à la place de l'enfant et ça permet de déliter ce lien. On gagne du temps, on délite ce lien. On délite ce lien. Voilà. Pour qu'à un moment donné, ça soit l'enfant qui soit fatigué par cette relation et qui dise moi, j'en peux plus, j'en veux plus. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que au mois de... je fais quand même la grève de la faim pour voir ma fille. Je vois ma fille, ça se passe très bien. Je la revois au mois de février, ça se passe très bien. Donc après, je la reverrai qu'au mois de juin. Et ma fille, elle me dira, maman, je suis en colère contre toi parce que tu n'as rien fait pour me sortir de là. C'est quand même fou, avec tous les écrits qu'on a fait, autant l'association qui me soutient que moi, etc. J'ai demandé le PPE à chaque fois, j'ai demandé d'avancer, enfin, c'est fou. C'est fou, Oui, voilà. oui, avec On tout ce puisse que, avec expliquer. tout ce que tu fais, oui, c'est hallucinant. Dans tous les dossiers que tu suis, est-ce qu'il y a tout le temps, de temps en temps, à chaque fois, la suppression des visites? Quand les enfants, oui, quand il y a la suppression des visites, quand les enfants ils sont trop attachés à leurs parents, quoi. Quand ils n'arrivent pas à déliter ce lien et à faire que cet enfant il accepte le placement. Voilà. Il faut résigner les parents et résigner l'enfant quand ni l'un ni l'autre ne sont pas résignés, il y a des suspensions automatiquement. Ça c'est sûr. Après, ils continuent de monter tous les enfants contre les parents, quoi. Ah mais c'est pour ça que moi je dis dans mes vidéos, il y a des enfants, quand ils sortent de là, il faut vraiment qu'ils se retournent vers leurs parents parce que ce qu'on leur a raconté et la vérité vraiment vraiment de ce qu'on a dit des parents, parce que pareil, hein, et des fois on accuse les parents d'être fous. Hein. En tout cas, moi je sais que le chef de service du foyer Madel et le directeur, vu mes vidéos, c'est vrai qu'il se justifiait auprès des citoyens en disant non, non, mais en même temps, cette maman, elle est instable psychologiquement, donc voilà, il y a des raisons pourquoi son enfant est passé. Donc j'avais une expertise psychiatrique qui disait que j'allais bien, des attestations de ma famille, de mes patrons et de l'association et des gens de mes amis qui disaient que j'allais bien, mais eux, ils m'y crachaient derrière moi en disant que j'avais un problème psychiatrique. Et souvent, hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Donc voilà, c'est certainement aussi ce qu'on disait à Marine, en fait, que j'avais un problème psychiatrique. Donc, tout ça pour dire que, voilà, et les enfants placés, quand vous sortez de là, peut-être essayez de reprendre contact avec vos parents pour essayer de voir si vraiment ce qu'on vous a dit sur vos parents tout au long du placement était vrai. Parce que, voilà, il y a beaucoup de mensonges. Ces gens sont... C'est ça qui est fou, c'est qu'ils sont... ils travaillent à l'aide sociale à l'enfance et ils sont en capacité de faire des faux rapports, des rapports fallacieux, mensongers, tout ça pour continuer les placements. Et ces juges cautionnent le mensonge de ces gens. C'est hallucinant. Et donc pour essayer de, entre guillemets, rattraper ou pouvoir prouver à son enfant plus tard quand il sera libéré, tu disais qu'il était important de contacter le centre toutes les semaines et puis d'avoir des preuves de tous ces appels. Bien sûr. Moi, déjà, voilà, j'essaye de conseiller les parents de faire leurs conclusions eux-mêmes, vraiment, d'apporter le plus de preuves possible, de demander des attestations. Souvent, les parents, même, ils ont peur de demander des attestations au patron ou aux gens qui connaissent, alors que moi, j'ai eu vraiment que des gens, ils comprennent des fois la situation et
Et au contraire, ils sont même volontaires. Donc nous, on est gênés de leur demander parce qu'on a peur du regard des autres et finalement, ils sont volontaires pour nous aider. Et donc, il faut construire un dossier solide autant pour la justice et autant pour montrer à son enfant plus tard qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Et aussi, également, garder le lien avec l'enfant coûte que coûte, malgré les interdictions qui sont des fois même pas ordonnées par les juges, donc qui ne sont pas légales. C'est l'ASE, les éducateurs qui décident que l'enfant n'a plus le droit de lien, etc. Moi, en tout cas, ça m'a été reproché, mais je passais tous les jeudis devant le foyer de ma fille. J'avais une interdiction donc de lui écrire, de l'appeler, de la voir, etc. Et tous les jeudis, à la même heure, je klaxonnais devant son foyer. Voilà. Et pour lui montrer que j'étais là, que j'étais présente. Donc ça m'a été reproché par les administrateurs ad hoc, enfin voilà, tout ça, et ça m'a été reproché. Mais en tout cas, aujourd'hui, quelquefois, j'ai des liens avec ma fille et elle se souvient que je l'aime et que j'ai toujours gardé ce contact et que j'ai toujours prouvé, crié mon amour. Et pour elle, c'est très important de savoir que je l'ai toujours aimé et que j'ai toujours fait tout ce que je pouvais pour lui montrer que malgré mes interdictions, eh ben, j'étais là. Et j'étais sa maman et que je l'aimais. Et que c'est pas vrai que je faisais rien pour avoir le droit d'être en contact avec elle. Ouais, on a vraiment affaire à une escroquerie d'État, hein, une mafia qui abuse des libertés, et puis les enfants sont des prisonniers, quoi. C'est ça. Et c'est pareil, je conseille aussi aux parents d'envoyer des courriers, de les photographier ou de les scanner et de les garder pour un jour prouver à leurs enfants, de les envoyer même parfois par recommandé si on a assez d'argent, pour prouver à leurs enfants qu'on leur a écrit. Mais que c'est les institutions qui ne leur ont pas transmis. Les colis, pareil, prendre des photos et garder les factures, etc. De garder toutes les preuves comme quoi on a toujours essayé de rester en contact avec son enfant tout le temps, mais que ben voilà, peut-être que tout ça n'a pas été transmis par volonté pervers et cruelle des institutions de la soi-disant protection de l'enfance, etc. Quoi. Donc, si on peut récapituler les incontournables par rapport à tout ce que tu as dit, donc c'est déjà en premier lieu d'avoir une expertise psychiatrique et que Oui, cette dernière soit assignée par un huissier pour que les juges soient dans l'obligation de ne pas l'enterrer. le faire signifier, ouais, tout à Voilà. fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et puis après, c'est par rapport à tous les articles que tu as cités, d'essayer de constituer un dossier montrant que bah, l'AS ou les intervenants ne respectent pas ces articles. Ne font pas leur travail qu'il aurait dû et qu'ils doivent faire. Quoi. On ne peut pas placer un enfant et il y a un travail, il y a des choses à faire derrière. Donc souvent, les parents, ils sont reprochés de ne pas être à la hauteur. Souvent sans preuve avérée, sans fondement judiciaire. Alors ça, c'est quand même fou, c'est incroyable. Mais par contre, on ne remet pas en question ces professionnels qui ne font pas leur travail correctement et justement qui ne peuvent pas faire avancer positivement la situation de l'enfant puisqu'ils ils ne font pas leur travail correctement et ils ne mettent pas en place voilà, des projets, des objectifs, etc. Donc, C'est l'article 223-1-1 pour le PPE oui, qui ne mettent pas en place. oui, bien sûr, et entre autres, et puis Donc ça, surtout, c'est important, important aussi de faire signifier par huissier que l'article 223-1-1, qui doit faire qu'il y ait un PPE qui soit fait, n'est au final pas fait. Et ça, bien le ce qui est signifier par huissier, quoi. le signifier les conclusions en général, de faire ces conclusions et de mettre cet article de loi, l'article que j'ai lu aussi sur ils ont l'obligation de faire un constat de l'état psychologique et physique de l'enfant, soit une fois par an, soit voilà, tous les 6 mois. C'est une obligation, donc c'est important de prendre. Ils ont le devoir de prendre soin de l'enfant.
Voilà. Donc, il faut qu'ils prouvent qu'ils ont bien pris soin de l'enfant. Et ce qui apparaît dans les ordonnances, c'est ce qui est fou, c'est que souvent, on accuse les parents sans fondement, sans preuve avérée de manque de cadre, de fusion, enfin de sous-poids, surpoids, enfin des trucs complètement hallucinants. Et finalement, voilà, l'enfant la juge reconnaît que l'enfant ne va toujours pas bien en fait, donc finalement elle reconnaît que le placement n'est pas utile et en plus, alors que ces professionnels ne font rien pour que l'enfant aille bien, aille mieux et surtout ne font rien pour qu'il y ait une bonne évolution de l'enfant psychologique, physique et surtout relationnelle avec sa famille pour pouvoir sortir de ce placement quoi. Mm, mm. Ouais, donc se défendre soi-même en ayant connaissance de tout ça est important. Et donc, encore une fois, faut bien savoir où les gens vont dépenser leur argent, hein, soit avec des avocats plus ou moins compétents, en notifiant énormément de choses par des huissiers pour que leur dossier soit vraiment complet avec des pièces que la juge ne pourra pas mettre de côté. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a deux façons de se sortir de là. C'est soit on se couche et on adhère et on accepte et après les résultats, il n'y a pas de garantie de résultat, soit on n'est pas d'accord et on se bat, et dans ces cas-là, il faut mettre toutes les chances de son côté pour y arriver, et très rapidement, parce que plus le placement perdure, plus c'est compliqué, donc très très rapidement, il faut, et donc voilà, signifier par huissier le plus de choses possible et pour bloquer la justice, voilà. C'est ce que j'explique dans un placement, c'est que l'enfant il est placé et il y a toute une stratégie qui se met en place pour garder l'enfant le plus longtemps possible. Et ben nous, il faut qu'on mette aussi cette stratégie, donc écrire des recommandés pour demander le PPE, essayer d'être accompagné à chaque rendez-vous pour que ces gens fassent des attestations, aller voir un psychiatre pour prouver qu'on est stable psychologiquement. Il faut aussi faire une stratégie tout autour pour amener le dossier le plus solide possible à l'audience. Et voilà. Et normalement, la juge, voilà, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être impartiale. Et donc, si on amène un dossier solide, normalement, elle doit rendre l'enfant aux parents, logiquement. En tout cas, si elle ne le fait pas, c'est elle qui est responsable de ce qui peut se passer pour cet enfant. Et en plus, tout ce que les parents auront fait, ça sera une preuve à montrer à leurs enfants quand ils seront sortis de là. Donc voilà. Ouais, d'accord. Ok. Et ça permet aussi aux parents d'avoir confiance en eux, de garder confiance en eux et de se battre. Et de se battre, ça permet de rester debout. Ça, c'est très important. Oui, 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 oui. Et puis bravo du reste, hein. Bravo, bravo à toi. T'es toujours debout, t'es toujours combattante et en plus tu es ouvert pour aider les autres et c'est franchement chapeau bas. Merci, merci à toi, Sandrine. Mais c'est normal. Moi, je trouve ça totalement normal. En tout cas, j'ai vraiment. Ces enfants, je trouve ça hallucinant qu'en France, en 2021, il se passe des choses comme ça. Et je me dis, mais quelle moralité pour tous ces gens qui travaillent à la soi-disant protection de l'enfance. Comment on peut dormir la nuit en sachant qu'on ment et qu'on maltraite un enfant, des familles entières. Enfin, c'est surréaliste. Comment on peut être juge des enfants ou JAF, avoir fait autant d'études et se contenter de mettre un article de loi, être réduite à mettre cet article 375 à tout va, sans fonder, sans prouver quoi que ce soit. Et voilà, c'est surréaliste. Qu'en France, il se passe des choses comme ça, c'est surréaliste. Moi, je suis choquée, quoi, vraiment. C'est clair, c'est clair. Est-ce que tu veux dire un petit mot à ta fille comme tu le fais très souvent et à chaque fois je les écoute tellement c'est émouvant. Bien sûr, je vais faire un message à ma fille Marine, que j'aime, mais infiniment, éternellement. Je voudrais lui dire que je la trouve extrêmement courageuse, incroyablement courageuse, et que tout ça, elle n'est pas responsable et que c'est pas de sa faute, et que vraiment c'est une victime. Et c'est pour ça que je me bats pour essayer de qu'elle ait un jour une justice. Euh,
En tout cas, voilà, j'ai le projet, je suis toujours en train d'écrire mon livre pour essayer de crier à toute l'injustice qu'elle a pu vivre. Et je voudrais lui dire qu'on a une audience fin octobre et que même si on n'a toujours pas le droit de se voir en dehors de tous ces protocoles déshumanisés et qu'on a encore des visites médiatisées, moi j'irai la voir sans ça et je lui l'ai promis et elle le désire et j'irai la voir même si pour ça je dois me faire arrêter par les gendarmes ou finir au je sais pas où. Elle le sait, on en a discuté et elle a besoin de me voir et aujourd'hui je me fous de la justice, je me fous de ces incompétents de la protection de l'enfance. Ma fille veut me voir et j'irai la voir parce que voilà, j'aime ma fille. J'ai toujours souhaité le meilleur pour elle et voilà, elle veut que je vienne et moi j'ai tellement envie de la voir et de la prendre dans mes bras et de lui dire à quel point je l'aime et à quel point vraiment je suis fière de son courage et de toute la force qu'elle a eue. Voilà. Je t'embrasse très fort ma puce. Je t'aime. Gros bisous ma puce. En tout cas, Marine peut être fière également de sa maman. Je vais positionner une musique de fin en hommage à tous ces enfants qui sont derrière les barreaux. Ouais. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt, ici ou ailleurs. Portez-vous bien. Derrière des barreaux, pour quelques mots qu'il pensait si fort. Dehors, dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Mais quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endort peut-être. Et moi qui danse ma vie, qui chante et qui rit, je pense à lui. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, déjà mort peut-être.